Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Signature d'un mémorandum d'entente avec le directeur général des élections de la Sénat et le comité chargé de l'organisation des élections consulaires. Ce dernier bénéficie ainsi de l'appui technique de la Commission électorale nationale autonome pour la réussite des élections prévues pour le dimanche 24 juillet 2022. Les artisans béninois seront donc aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le Bénin se prépare activement pour sa participation au sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Dans le souci de présenter un projet impeccable qui reflète les efforts du gouvernement, un atelier de consultation des acteurs du système éducatif est organisé ce jeudi. La session est dirigée à Cotonou par le groupe technique de travail. Les détails dans ce journal. Éducation toujours, la FESECAM Bénin offre un module de 3 salles de classe entièrement équipées à l'école primaire publique de Sémarou dans la commune de Niki. Il s'agit pour la donatrice d'offrir une éducation équitable à tous les enfants du Bénin. La cérémonie officielle de remise de ce joyau, qui n'est pas le premier à l'actif de la plus grande structure de microfinance au Bénin, a eu lieu ce mercredi. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Les artisans béninois seront aux urnes le dimanche 24 juillet prochain pour élire leurs représentants à l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Le calendrier électoral est déjà mis en branle et le décompte pour le jour J a déjà commencé. Le comité d'organisation de ces élections a signé ce mercredi un mémorandum d'entente avec le directeur général des élections de la Sénat afin de bénéficier de l'appui technique de la Commission électorale nationale autonome pour la réussite des élections. C'est un reportage signé Idrissou Boukari. Après la convocation du corps électoral en Conseil des ministres le mercredi 1er juin 2022, c'est la course contre la montre au niveau du comité d'organisation des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Ce mercredi 15 juin, ce comité et la Commission électorale nationale autonome signent un mémorandum d'entente, un acte formel de collaboration pour des opérations électorales transparentes. Le rôle de la Sénat est bien précis dans ce processus électoral. C'est la Sénat qui nous aide à apprécier les listes électorales, à juger de la fiabilité des listes électorales. C'est la Sénat qui nous aide à recevoir les candidatures. C'est la Sénat qui apprécie les candidatures à accepter et à invalider avec nous. Et enfin, c'est la Sénat qui suit le processus de bout en bout, déploiement du matériel, formation des agents électoraux pour que tout cela se passe dans les meilleures conditions. C'est donc le début de la collaboration entre la Sénat et le comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les élections auront lieu le dimanche 24 juillet prochain avec environ 5000 artisans électeurs. La Sénat, tout en ayant déjà la tête dans 2023, à 7 mois des élections législatives, se montre disponible pour accompagner le comité d'organisation. Mais comme on dit, Dieu sait bien faire les choses. Et ce que Dieu a fait en cette matière-là, c'est que la période qui correspond à la préparation de l'élection de la Chambre des métiers de l'artisanat est coïncidé avec un trou qu'il y avait dans notre organigramme de travail, dans notre chronogramme de travail, où nous n'avions pas d'activité contraignante qui nous empêchait de travailler. De sorte que tous les cadres qui ont été désignés pour faire partie de ce comité, je crois qu'ils sont au nombre de 10, se sont donc mis à l'œuvre depuis ce jour-là pour travailler, en espérant, bien sûr, que ce qui fait le nerf de la guerre viendrait au moment opportun pour pouvoir maintenant faire les grands pas et réaliser ce qu'il a réalisé. 80 membres vont composer cette première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. À travers la signature de ce mémorandum d'entente, la Sénat apporte son expertise au comité d'organisation afin qu'au soir du 24 juillet 2022, le Bénin puisse disposer d'une chambre des métiers représentative pouvant œuvrer pour le rayonnement du secteur de l'artisanat.
Nous allons à présent parler de la conférence de presse animée ce mercredi par le ministre de l'Économie et des Finances et son collègue en charge de la santé. Au menu des échanges avec la presse, la question du fonds Covid. Selon les explications des autorités béninoises, il n'y a ni anomalie ni ambiguïté dans la gestion, dans le rapport de gestion de ces fonds. Cette sortie médiatique a permis aux deux ministres d'expliquer clairement la situation aux professionnels des médias afin que plus personne ne fasse d'amalgame sur ce dossier. Herman Parfait à Niambosso. C'est un exercice à valeur de clarification sur ce qu'il convient d'appeler attaque infondée et injustifiée au sujet de la gestion faite par le gouvernement du fonds Covid-19. Qu'est-ce qui explique l'écart dans le même rapport de la Cour, en page 15, où ils ont dit le montant total des dépenses, 453 milliards 564 millions de francs, et en page 46, 317. Mais la raison est toute simple. Deux conférenciers pour faire la lumière et toute la lumière sur les variations de chiffres à l'origine de cette cabale. Ce montant de 453 milliards correspondait à l'estimation des dépenses que nous pensons que tous les sectoriels impliqués allaient faire. Donc, dans ces montants-là, il y avait des montants déjà exécutés et il y avait des prévisions de dépenses à venir. Le 22 février 2022, nous avons transmis maintenant à la Cour des comptes les éléments d'appréciation des dépenses effectivement réalisées au 31. Donc, il n'y a plus d'estimation. Je voudrais insister sur le fait que dans la démarche que le gouvernement a entreprendre, dès qu'un réactif apparaissait et était concluant, validé par l'OMS, nous nous positionnons dessus. Avec l'accompagnement et la validation des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale. Et c'est ainsi que nous avons lancé, dès qu'un réactif est apparu, nous avons lancé l'acquisition automatiquement. Et en matière de réactifs, il faut savoir qu'il y a la qualité des réactifs et le nom des laboratoires. L'approche de la Cour des comptes, toute particulière, a contribué à nourrir cette polémique avec à la clé des recommandations pas forcément partagées. La Cour en matière de procédure nous dit qu'on aurait dû avoir une planification budgétaire des achats qu'on va faire dans le cadre de la Covid en 2021, considérant qu'à partir du moment où la crise a duré plusieurs mois, on devait faire. Mais même à l'heure où je vous parle, qui peut dire s'il n'y aura pas un variant demain? Qui peut prévoir la sévérité, la dureté de cette crise? Face à une crise de l'envergure de la Covid-19, le gouvernement avait l'obligation d'engager des mesures urgentes pour la survie des populations et la riposte appropriée. Et dans le contexte, des pays ont fermé les verrous et ont demandé à ce que leur territoire soit d'abord totalement approvisionné avant que les laboratoires ne puissent exporter ces réactifs. C'est cela qui justifie que certains laboratoires ont dû livrer malgré eux, au-delà des délais. On se réjouit quand même aujourd'hui qu'en allant jusqu'au bout, en donnant tout, la Cour quand même conclut aujourd'hui qu'elle n'a pas détecté d'anomalie. Disons-nous la vérité, ce qui est recherché, et nous, ce que nous recherchions, nous, gouvernement, nous-mêmes, c'est de s'assurer que personne dans la chaîne de dépenses publiques n'a fait de fausses facturations ou des actes anormaux. Cette démarche du gouvernement engagée dans une logique de transparence justifie la rencontre avec les hommes des médias ce mercredi, jour du Conseil des ministres. Le rapport définitif de la Cour des comptes est déjà disponible. Quant aux réclamations diverses formulées par certains bénéficiaires, le gouvernement rassure du traitement diligent pour une réponse rapide et efficace. Aujourd'hui, 16 juin 2022, le Bénin, à l'instar des autres pays du continent, célèbre la journée internationale de l'enfant africain. Le thème retenu pour cette 32e édition est l'élimination des pratiques affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. En prélude à l'événement de ce jour, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Teugnfodé, a délivré un message hier aux populations. Voici la teneur de son message. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain, 16 juin 2022, le Bénin, notre pays, célébrera, à l'instar de la communauté internationale, la 32e journée de l'enfant africain. Le thème de cette 32e édition est « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ». Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a choisi ce thème pour la commémoration de la JEA en 2022 afin de faire le point sur
ce qui a été fait en matière d'adoption, de politique et de pratique pour éliminer efficacement les pratiques néfastes affectant les enfants en Afrique. C'est donc l'occasion pour les gouvernements et les autres acteurs, de marquer un arrêt stratégique sans pour autant arrêter les actions afin d'analyser les avancées pour de meilleures projections dans le futur. Il est mis en place la ligne d'assistance aux enfants, le 138, pour la dénonciation des abus et maltraitances à l'encontre des enfants. C'est également le lieu de rappeler à la population béninoise notre appel lancé pour une déclaration systématique à l'état civil des enfants abandonnés et dont les géniteurs sont introuvables. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, les pratiques néfastes privent les enfants, en particulier les filles, de leur enfance, de leur possibilité de déterminer leur avenir et menacent le bien-être des individus, des familles et des sociétés. À l'occasion de la célébration de cette 32e édition dans notre pays, les manifestations officielles se dérouleront en différé le 23 juin 2022 dans la commune d'Ifanyi. Je voudrais enfin, à l'occasion de cette célébration, inviter chaque acteur de protection de l'enfant à communiquer avec les populations sur la nécessité d'abandonner ces pratiques au regard des conséquences néfastes sur nos enfants. Je l'annonçais en titre, le Bénin se prépare activement pour sa participation au sommet mondial sur la transformation de l'éducation. C'est pour présenter un rapport impeccable qui reflète les efforts du gouvernement qu'un atelier de consultation des acteurs du système éducatif est organisé. La session dirigée par le groupe technique du travail s'est déroulée au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Voici le compte rendu signé à Lémone. Les 28 et 29 juin prochains, le Bénin prendra part à un rendez-vous sur l'éducation à Paris. C'est une rencontre préparatoire du sommet mondial sur la transformation de l'éducation en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. L'objectif assigné à ce sommet est de mobiliser les autorités nationales, les partenaires au développement et le public dans l'action en faveur de la transformation de l'éducation d'ici 2030. En d'autres termes, il s'agit de maximiser l'engagement des gouvernements, du public et de placer l'éducation en tête de l'agenda politique et public mondial dans une perspective de créer la solidarité autour de cet important secteur. Au plan national, le gouvernement affûte déjà les armes pour répondre aux exigences de ce sommet. Le groupe technique de travail mis sur pied s'est déjà lancé sur le chantier du dialogue avec les différents acteurs du secteur éducatif béninois. Nous apprécions l'excellente idée du comité technique de préparation de recourir au groupe local éducation qui est effectivement un groupe assez représentatif des différents acteurs et partenaires de l'éducation. Des assises de ce jour, il est donc attendu que les illustres membres du groupe local éducation que vous êtes, vous vous prononciez sur les différents documents préparés par le comité technique et qui vont constituer le dossier du Bénin au pré-sommet de Paris. Plus précisément, l'objectif de cet atelier consiste à enrichir le projet de note stratégique des 5 thématiques retenues par le Bénin. Il s'agit de l'école inclusive, équitable sur et saine, enseignants, enseignement et professions enseignantes, apprentissage et compétences pour la vie, le travail et le développement, apprentissage et transformation numérique, ainsi que le financement de l'éducation. Le gouvernement du Bénin, par anticipation, avait déjà retenu dans son plan national intégré de riposte à la COVID-19 le défi de réinventer le système éducation à partir du développement et du numérique dans l'enseignement et l'apprentissage. La préparation et la participation du Bénin au pré-sommet et au sommet mondial sur la transformation de l'éducation est pour nous une occasion de relever ce défi, de mettre à plat les grandes questions qui agitent aujourd'hui l'apprentissage en milieu scolaire et universitaire. Après le pré-sommet de Paris, il est prévu une consultation plus large qui permettra d'avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes aux engagements du Bénin pour le sommet de New York en septembre 2022.
Éducation toujours, cette fois-ci nous allons parler des préparatifs du baccalauréat session de juin 2022. Ils sont au total 117 416 candidats, dont 32 044 filles, attendues dans les 133 centres de composition à partir de lundi prochain. Une délégation conduite par 2 ministres du gouvernement était à la direction de l'office du bac pour évaluer le niveau des préparatifs de l'examen. Dans l'ensemble, tout est fin prêt pour accueillir les candidats, comme vous allez le constater dans ce reportage. C'est à un exercice devenu routinier mais indispensable que se livrent ici les autorités en charge de l'enseignement. Une séance de travail pour ensemble évaluer le niveau des préparatifs du baccalauréat, session de juin 2022. Occasion pour le directeur de l'office du baccalauréat de présenter le tableau. Les compositions écrites du baccalauréat, session de juin 2022, démarrent à partir de lundi 20 juin 2022. Elles auront lieu dans 133 centres de composition dans lesquels sont répartis les 77 416 candidats contre 82 958 en 2021, soit un taux de régression de 6,66%. Malgré cette diminution constante du nombre de candidats, les effectifs des séries de l'enseignement technique ne font que croître. Une réelle satisfaction pour les réformes amorcées dans le secteur. En E, mathématiques et techniques, en 2020, il y avait 33 candidats et 34 candidats. En 2021, 25 et cette année, nous avons 23 candidats. Il y a une certaine baisse. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de construction mécanique, F1. 174 candidats en 2020, 181 candidats en 2021 et 192 candidats cette année. En électronique, c'est-à-dire F2, nous avons aussi une montée, c'est-à-dire un accroissement des candidats qui va jusqu'à 113 candidats cette année. En électronique, nous avons 1738 candidats, alors que l'année dernière, c'était 1409 candidats. En F4, série génie civil, nous avons 1711 candidats, alors que l'année dernière, c'était à 1499. Toujours selon le directeur de l'office du baccalauréat, le matériel lourd est déployé sur le terrain par l'armée. Les chefs centres reçoivent déjà leurs dernières instructions. Les candidats et les surveillants sont déjà en possession de leur convocation et le matériel sensible est en cours d'acheminement. Le dernier réglage, c'est le matériel sensible. Et quand on parle de matériel sensible, c'est les cantines. Et personnellement, je suis vraiment rassuré. Je voudrais donc vous dire félicitations. Félicitations à toute votre équipe, Monsieur le DOP. Merci. Je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que Monsieur le ministre des enseignements secondaires pour constater avec beaucoup d'admiration l'engouement vers les séries techniques et en même temps la nécessité de voir les séries qui sont en tendance baissière afin que nous comprenions ce qui pourrait justifier cette évolution. Le gouvernement met tous les moyens afin que nous puissions encourager nos jeunes vers des matières, les séries qui leur faciliteront une meilleure insertion professionnelle. Il faut préciser que sur les 77 416 candidats de cette année, il y a 32 044 filles, soit plus de 41%. Alors, présent dans la commune de Niki et plus précisément à l'école primaire publique de Semarou, qui bénéficie désormais d'un module de 3 salles de classe entièrement équipées par la FESECAM Bénin. Il s'agit pour la donatrice d'offrir une éducation équitable à tous les enfants du Bénin. La cérémonie officielle de remise de ce joyau, qui n'est pas le premier à l'actif de la plus grande structure de microfinance au Bénin, a eu lieu ce mercredi 15 juin 2022. Ulrich Abalo pour plus de précisions. Un bâtiment flambant neuf au profit des écoliers
et instituteur de l'école primaire publique Gori Semarou dans la commune de Niki. Il s'agit d'un module de 3 classes avec bureau et magasin entièrement équipés, dont de la FESECAM Bénin. Créée en 1977, cette institution s'est hissée au rang de leader dans la microfinance et elle a opté pour les œuvres sociales depuis 2015. Ce geste ne vient donc que confirmer cet engagement combien noble et salutaire. La FESECAM Bénin, leader de la microfinance depuis 1977, s'est inscrit dans le développement socio-économique à la base en investissant dans le domaine de l'éducation et de la santé. Cette année 2022, le réseau des FESECAM a identifié l'école primaire publique Gori Semarou de Niki qui bénéficie d'un module. Ce module de 3 classes vient régler un problème de précarité auquel étaient confrontés les acteurs de l'école, reconnaissent unanimement les bénéficiaires. Des écoliers à leurs parents, en passant par les instituteurs et les cadres de la direction départementale des enseignements maternels et primaires, tous décernent un satisfait à la structure donatrice et promettent en faire un usage judicieux. Je me réjouis de ce don et je suis convaincu que cette nouvelle infrastructure contribuera de façon significative à améliorer la qualité et l'accès à l'éducation de base. Nous vous promettons d'en faire un bon usage et surtout de bien travailler et réussir tous. La cérémonie officielle de remise de ce don, déroulée ce mercredi 15 juin, a connu la présence du maire de Niki et du préfet du département du Borgou. Ces derniers apprécient la démarche de la FESECAM Bénin à sa juste valeur. Selon les autorités, l'amélioration des conditions d'apprentissage et par ricochet des rendements est la conséquence directe qui pourrait découler de ce geste. Niki est très honoré de bénéficier d'un bâtiment flambant neuf et entièrement équipé et digne d'une structure comme la FESECAM Bénin. Ceci cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, dont l'ambition est de voir scolariser tous les enfants en âge de lettres, avec un accent particulier sur la scolarisation des filles. D'une valeur de 27 455 671 francs CFA, le nouveau bâtiment de l'EPP Gori Semarou est réceptionné en prélude à l'Assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin. Le premier responsable de la structure de microfinance la plus ancienne du Bénin a été à cette occasion décoré par les populations bénéficiaires en raison des nombreuses œuvres sociales de la FESECAM Bénin. Nous allons à présent parler de la pollution sonore qui ne restera plus impunie en République du Bénin. Le décret sur la régulation du bruit au Bénin a été actualisé par le gouvernement le 25 mai dernier. De nouvelles dispositions qui suscitent de nouvelles approches dans le rang des gérants d'activités génératrices de revenus. Nous allons suivre le reportage réalisé par William Cliquant. Plus personne n'a le droit d'émettre du bruit au-delà de 70 décibels à l'intérieur des édifices et 60 décibels dans les zones agglomérées. Par ces nouvelles dispositions mettant à jour la mesure de réglementation de l'émission du bruit au Bénin, le gouvernement vise à réguler la pollution sonore. Les causes sont claires, les plaintes sont nombreuses et les acteurs les comprennent. Les voisins, ceux qui peut-être sont en réunion chez eux ou bien ils sont indisposés, les bruits de nos machines les gênent. Mais nous sommes obligés de faire avec. Beaucoup se plaignent, mais l'État a jugé bon aussi de mettre les autres aussi dans leur jargon, de se reposer un temps soit peu avant de pouvoir reprendre leur boulot. Donc il est normal que nous acceptions cela à l'État. C'est un bon décret parce que sachant bien que la pollution sonore crée beaucoup de dégâts du côté de la santé, surtout de la population. Voilà, donc ce qui fait que nous avons juste tout de suite opté pour la décision du gouvernement. Ces exigences ne consolident qu'une habitude pour certains qui respectent déjà ces normes depuis toujours avec le décret d'août 2001 portant réglementation du bruit. On avait déjà l'habitude de respecter cette réglementation, donc on a juste continué dans le même sens, c'est ça.
L'interdiction de certaines heures de travail, 13h à 15h et de 22h à 6h pour les jours ouvrables et 20h à 10h pour les jours de repos, n'est pas sans conséquence sur certaines activités professionnelles menées. Parfois, nous sentons que c'est un blocage pour nous, puisque parfois il y a des délais de livraison qui nous prennent sur le terrain ou deux chantiers en cours ne nous permettraient plus d'accéder à 2h, 2h30 de repos. Quand il y a des commandes, nous sommes obligés de revoir nos copies autrement ou d'augmenter des personnels pour se faire gagner du temps que de chercher à faire avec l'effectif qu'on a au début. Dans notre secteur d'activité, la pression est déjà à un certain niveau. Cette nouvelle réglementation en rajoute. Je prie donc le gouvernement de nous alléger la tâche pour nous permettre de souffler. L'application effective de cette nouvelle réglementation est le seul gage pour les artisans d'échapper à la répression prévue pour démarrer dans quelques mois. Des syndicalistes de conducteurs de taxi-moto et des ONG de Cotonou et d'Abomey-Calavi bénéficient de casques homologués, 1000 au total. Ce don, qui est le fruit de la coopération entre le Bénin et le Maroc, vise à préserver la vie de ces motocyclistes en proie aux accidents de circulation. La remise officielle a été faite par le Centre national de sécurité routière à l'annexe de Calavi ce jeudi. Retour sur les temps forts de l'événement dans ce reportage. Un casque, c'est bien. Un casque homologué, c'est encore plus sûr. Des casques sûrs, un moyen efficace de protection des vies des motocyclistes. Le don de cet accessoire homologué vient du Royaume du Maroc par le biais de son partenariat avec le Centre national de sécurité routière, CNSR, au Bénin. Il y a eu beaucoup d'échanges, c'est une intense activité. Notre coopération avec le Bénin ne s'arrête pas à ce niveau-là. La réussite de cette opération nous encourage à aller de l'avant et le Maroc est disposé à accompagner encore davantage le Bénin, le ministère des Infrastructures et le Centre national de la sécurité routière pour l'octroi d'autres casques dans le cadre de programmes qu'on pourra étudier dans les jours qui viennent. Je lance officiellement cette phase déconcentrée de remise des 1000 casques offerts par le Royaume du Maroc à notre pays aux utilisateurs. 10 syndicats de conducteurs de taxi-moto de Cotonou et Abomey-Calavi, plusieurs organisations non gouvernementales et des associations d'étudiants ouvrent le bal de cette série de remises de ces casques homologués. Je vous demanderai d'en faire un bon usage et de saisir l'opportunité pour continuer la sensibilisation. C'est une occasion pour nous de les remercier très très chaleureusement. Nous sommes vraiment contents. Nous avions ciblé les villes dont le taux de motorisation se retrouve être fort, avec à la clé des accidents que nous enregistrons tous les jours. Vous aviez la ville d'Abomey-Calavi, vous aviez la ville de Cotonou, vous avez la ville de Porto-Novo, vous avez la ville de Boycon, la ville de Djougou, la ville de Parakou, la ville de Lokossa. Voilà, du point de vue indicateur statistique, ceux dont nous sommes obligés de commencer par eux. Les autres vont revenir. Et donc, notre objectif, c'était d'aider les conducteurs de taxi-moto à travers leurs représentants à ce qu'ils publient la bonne nouvelle qu'il est important et essentiel qu'on puisse porter de casque avant de se mettre sur la route. Un suivi rigoureux est assuré dans le processus de dotation de ces casques homologués aux différentes couches des populations ciblées. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.